Bonjour à tous, on va retourner comme d'habitude avec une autre séquence vidéo dans notre chaîne YouTube. Cette fois, on va essayer de corriger les prototypes théoriques des bacs STI de cette année, l'année de 2022. Tout d'abord, je vais vous montrer l'énoncé. Ça, c'est l'énoncé du sujet théorique ou bien des prototypes qui est proposé comme étant sujet théorique du bac 2022 pour la section STI. Sa durée est 3 heures, donc le coefficient c'est 1,8, la partie théorique, qui est formée par 6 pages, je crois. Ça, c'est le premier exercice. Je vais vous montrer tout d'abord l'énoncé. Ça, c'est le deuxième exercice. Par la suite, troisième exercice. Parfois, un exercice se comporte sur une seule partie, que ce soit base de données ou bien développement web, ou bien sur les deux parties. Ça, c'est la partie A concernant gestion base de données. Ça, c'est partie B concernant les STI, c'est-à-dire l'éthique. Et ça, c'est l'exercice numéro 4 concernant la côté base des données. Donc, notre sujet ou bien notre prototype est formé par 6 pages. La deuxième partie de notre fichier ici contient les prototypes pratiques que j'ai déjà corrigé dans une séquence vidéo durant 3 ou 4 jours, je crois. Donc, je le publie durant le premier, je crois, le premier ou bien le 2 mai. Donc, juste, je vais vous montrer l'énoncé du prototype pratique. Vous pouvez voir le corriger donc dans deux séquences vidéo que j'ai publiées, je crois, le premier ou bien le 2 mai. Ça, c'est le sujet pratique. Je vais retourner à la première partie théorique. Plus vite, on va commencer par le premier exercice. Qu'est-ce qu'elle a dit ici, exercice numéro 1? Cet exercice porte sur des connaissances générales dans un contexte des bases de données et du développement web, les deux parties au même temps. Donc ici, pour chacune des propositions ci-dessous, répondre par la lettre V si la proposition est correcte ou par la lettre faux, pardon, dans les cas contraires. 1. En PHP, le résultat de l'exécution d'une requête de sélection select est une chaîne, un formulaire, un fichier ou bien un tableau. En PHP, dans le script PHP, lorsqu'on écrit notre requête $rack1 par exemple égale à MySQL query select étoile ou bien select quelque chose from in table et ainsi de suite. Donc ici dans la requête SQL va retourner d'une manière générale un tableau, ok, ou bien une matrice. Donc ici il va retourner un tableau. Donc attendez si vous voulez. Donc ici c'est F. On va écrire F. Attendez, je vais agrandir la taille. Si F avec couleur, on va laisser bleu. Ok. Par la suite, F. Pour cette réponse, c'est F aussi. Et pour la dernière réponse, c'est vrai. Pardon, vrai. Attendez. Vrai. Ok. F, F, F et enfin vrai. Je vais juste plus vite encore donner les réponses comme ça. On passe. Deuxième question, c'est quoi? En SQL, il est possible d'insérer une sous-requête dans une requête en utilisant l'opérateur égal, ou bien la clause where, ou bien en utilisant la clause in, ou bien en utilisant la clause between. Donc ici, je vais vous montrer par la suite dans l'exercice 3, ou bien je crois, ou bien l'exercice 4, deux exemples où on a utilisé une requête imbriquée en utilisant les égal et where et in en même temps. Donc ici, les trois réponses correctes, ce sont les trois premières réponses, si vous voulez. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. Pardon, vrai. Je m'excuse. Ça, c'est vrai aussi. Enfin, la quatrième réponse, c'est faux. Comme ça. VV. Attendez. VV et F. Petit 3. En PHP, la déclaration d'une variable peut prendre la forme $ma variable
tiré underscore, ou bien dollar ma 15 ma tiré 15 variable égale 1, ou bien dollar tiré ma variable 15, ou bien dollar 15 ma variable point virgule. Donc si vous voulez, vous pouvez les tester vous-même sur machine. Donc vous ouvrez un nouveau fichier ayant l'extension .php et vous pouvez déclarer ces quatre variables. Mais donc elle va vous afficher que les trois premières propositions sont correctes ou bien sont valides. Donc il peut accepter la déclaration d'une variable en utilisant l'une de ces trois premières méthodes. Mais pour la quatrième méthode est fausse si vous voulez. Donc on ne peut pas déclarer une variable qui commence avec, où son nom commence avec un chiffre. V et enfin F. Vous pouvez vous-même le tester sur machine. Quatrième question, c'est quoi? En SQL, dans une requête de création des tables, on peut utiliser les mots-clés order by, distinct, group by, unique. Donc, lors de la création d'une table, c'est-à-dire dans le langage LDD avec la clause ou bien la requête create table, nom de notre table, et on va ouvrir le deux parenthèses pour saisir à chaque fois le nom du champ, son type, sa taille et ses contraintes. Donc par exemple primary key ou bien foreign key, donc si ce champ est une clé étrangère, ou bien aussi les conditions unique si on va mettre ces champs uniques ou bien not nul ou bien default et ainsi de suite. Donc ici la clause qu'on va utiliser ou bien les mots qu'on peut utiliser dans une requête de création d'une table, c'est unique car order by est utilisé dans une requête de sélection avec le langage LMD lorsqu'on va trier le résultat ou bien le donner sur une colonne X. Distinct c'est utilisé aussi dans une requête de sélection lorsqu'on veut afficher les données d'une manière distincte sans répétition. Group by est utilisé aussi dans la clause select pour grouper les résultats selon un champ X par exemple, donc n'importe quel champ, et unique c'est utilisé pour obliger ou bien pour vérifier que ce champ est unique, donc c'est-à-dire les valeurs de ce champ ou bien de cette colonne est unique, ne se répète pas. Donc F et enfin c'est V. F aussi et V. Pardon, F. Je m'excuse pour le retard ici. Ok, V. On termine avec question numéro 5. 5 c'est quoi? En SQL, la clause having doit être utilisée obligatoirement avec la clause group by. Obligatoirement, c'est faux. Donc, elle peut être utilisée avec, group by, mais non pas obligatoirement. Donc, ce n'est pas obligatoire de relier à chaque fois having avec group by. Deuxième proposition doit être utilisée avec une fonction agrégat, donc comme la fonction sum, avg, max, min, c'est faux aussi. Donc, n'est pas obligatoire de l'utiliser avec une fonction d'agrégation. Attendez, doit être utilisé avec une fonction d'agrégation. Ah oui, moi j'ai oublié. Donc ici, on peut l'utiliser avec une fonction. Elle doit être utilisée avec une fonction d'agrégation. Donc on va utiliser la clause having avec une fonction de calcul, quel que soit AVG, SUM, min, max, et ainsi de suite. Troisième proposition est similaire à la clause where, mais au lieu de filtrer des lignes, on filtre le groupe. Oui, c'est correct. Donc si vous voulez, donc je vais vous montrer un exemple par la suite, donc à la fin de ce devoir ou bien dans une autre séquence vidéo concernant l'utilisation de la clause having. Donc je vais vous montrer un exemple concret comment on va utiliser la clause having dans une requête de sélection. On termine par la quatrième proposition est équivalente à la clause where. C'est faux, donc elle n'est pas équivalente à la clause where. Ok, donc ici c'est F V F. Ok, je vais enregistrer mon fichier. Donc dans suite à ces réponses, on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Pardon, exercice numéro 2. Pour chaque proposition de la colonne bloc, ici, complétez la colonne réponse par la lettre qui correspond au langage approprié.
Donc ici, on a 4 instructions dans la première colonne, si vous voulez. Ici, on va choisir les réponses. Et ici, on a les langages. On commence par la première instruction, qui est une boucle pour, bien la boucle for. For $i égale à 0, $i, point virgule, $i est inférieur à $n, point virgule, $i plus. Donc, est-ce que cette instruction est utilisée avec quel langage JavaScript, PHP, HTML ou bien SQL? C'est avec le langage PHP. Donc, on a utilisé avant le nom des variables le caractère $, qui indique que ça c'est un langage PHP. Donc ça c'est le langage PHP si vous voulez. Donc on va écrire A, c'est-à-dire la réponse correcte c'est la réponse A. Attendez, je vais faire glisser A un peu vers le haut comme ça. Ok. Donc c'est là. Ah, pardon, c'est le langage PHP, on a dit B et non pas A. Moi j'ai fait une petite faute. B c'est le langage PHP. Donc le langage PHP c'est le langage d'indice B. Deuxième instruction, alerte entre deux parenthèses, entre deux balises B ouvrant B fermante, le mot texte. Alerte c'est une méthode qui permet d'afficher un message dans une petite alerte ou bien dans une petite fenêtre, qui est une méthode JavaScript. Donc c'est une méthode JavaScript. JavaScript c'est-à-dire A, donc qui est indiqué d'indice A, langage JavaScript. Troisième instruction, $rec égale à select toile from matière. Donc ici, on va sélectionner toutes les données de la table matière, mais on va mettre le résultat dans une variable nommée $rec. Donc $rec ici, c'est une variable qui commence avec $. Donc ça, c'est du langage PHP, c'est-à-dire la réponse B. Attendez, je vais vérifier est-ce que langage OK, langage PHP qui est d'indice B. On termine avec la dernière instruction, for, c'est-à-dire la boucle pour, entre parenthèses i égale à 0, i inférieur à n, i plus. Donc ça, c'est l'utilisation de la boucle pour ou bien de la boucle for en langage JavaScript. Car en PHP, donc, les variables doivent être précédées par $. En HTML, donc on n'utilise jamais des boucles, donc le langage HTML n'accepte jamais le côté programmation, quelle que soit la déclaration des variables ou bien, donc attendez, pardon, c'est le langage, on a dit JavaScript. Juste, je vais déplacer. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je vais effacer. Donc ça c'est le langage, on a dit JavaScript. Donc la saisie des données dans un fichier texte, elle prend beaucoup, ou bien donc plus que de temps. Attendez. Ok, comme ça. Ah. On va enregistrer un autre fichier. On passe à exercice numéro 3. 3 c'est quoi ici? Il a dit cet exercice porte sur la gestion des bases de données et du développement web aussi. Donc cet exercice comporte sur les deux parties, développement web et base de données. Il a dit la société Netfilm propose des services de streaming pour regarder des films en ligne en offrant un abonnement à chaque famille. Elle propose également un service de vote permettant à un membre d'une famille d'évaluer les films en attribuant un nombre d'étoiles exprimant son appréciation. Ci-dessous, la représentation textuelle simplifiée de la base de données conçue pour gérer les abonnés et les services de streaming. Qu'est-ce qu'on a ici? On a notre schéma de base de données qui est formé par 5 tables. Famille, formée par 4 champs id famille comme clé primaire, nom famille, email famille, téléphone famille. Membre famille formé par 3 champs id membre comme clé primaire, pseudo et id famille comme clé étrangère. Réalisateur formé par 2 champs id réalisateur comme clé primaire et non réalisateur. Film formé par 5 champs id film comme clé primaire, titre, description, id réalisateur comme clé primaire, étrangère pardon, et durée. Enfin, la table votée, qui est formée par id film comme clé, id film et id membre comme clé primaire et en même temps ce sont 2 clés étrangères, et nombre étoile. Description du champ des tables, si vous voulez, donc on va lire plus vite la description. Id famille, c'est l'identifiant d'une famille. Nom famille, c'est le nom de la famille, c'est très simple. Email, famille, c'est l'email d'une famille. Téléphone, famille, c'est le numéro de téléphone d'une famille. Id membre, c'est l'identifiant d'un membre d'une famille. Pseudo, c'est le pseudonyme, c'est-à-dire username du membre d'une famille. Id réalisateur, c'est l'identifiant d'un réalisateur. Non réalisateur, c'est le nom d'un réalisateur, pardon. Id film, c'est l'identifiant d'un film. Titre, c'est le titre d'un film. Description aussi, c'est la description d'un film.
Durée, c'est la durée d'un film. Et nombre étoile, c'est note attribuée à un film. Ok, ça c'est la description. On passe page 3. Gestion des données. Écrire la requête SQL permettant d'afficher quoi tout d'abord? L'identifiant et les pseudos de tous les membres des familles d'identifiant 528. Donc je vais afficher l'identifiant et le pseudo de tous les membres de cette famille. Je vais afficher, attendez, l'identifiant et le pseudo des membres qui font partie de la famille numéro 523 ou bien 528. Donc on va utiliser juste la table membre famille ici. Donc attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Donc attendez-moi, je vais lancer un fichier Word dans lequel on va saisir les requêtes SQL. Donc attendez-moi que je lance le fichier Word. Donc j'ai lancé le fichier Word. Attendez, ça c'est le fichier Word dans lequel je vais saisir les requêtes. Juste je vais réduire la taille des fenêtres pour pouvoir donc voir en même temps l'énoncé et la saisie de requêtes si vous voulez. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va. Donc c'est question numéro 1. Petit a si vous voulez. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Donc select, on a dit quoi? On va sélectionner id membre. Avec quoi? Avec pseudo. On va vérifier le nom du champ ici. Attendez, je m'excuse. Pseudo. Donc on va utiliser, on a dit la table, table membre famille. Donc id membre avec pseudo. De quelle table? From table membre famille. Where quoi? Where id famille égale à 528. Ok, ça c'est la première requête si vous voulez. Requête B. Requête B c'est quoi? Donc je vais afficher la liste des films, titre et description. Donc les titres et les descriptions des films réalisés par Shawqi Majri. Je vais afficher les titres et les descriptions. Donc les titres et descriptions des films réalisés par Shawqi Majri. Donc ici on n'a pas les champs non réalisateurs, on a ID réalisateur, mais non réalisateur existe dans la table réalisateur. Donc on va utiliser ces deux tables, réalisateur et film. Donc ici déjà on a une relation entre ces deux tables. Elle a des champs ID réalisateur et des réalisateurs, pardon, qui est une clé primaire dans la première table et une clé étrangère dans la deuxième table. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Select quoi? On a dit select titre et description from. Attendez, je vais comme ça. Donc, from quoi? From, on a dit réalisateur R et quoi aussi? Et film F par exemple. On va les nommer la table des réalisateurs par R et film par F. Where quoi? Where R.id réalisateur. Donc on va faire la jointure entre les deux tables égale à F.id réalisateur. And quoi? And, attendez, je m'excuse. And nom des réalisateurs c'est qui? C'est Shawqi Majri. Donc and nom réalisateur. Les noms champs c'est non réalisateur, ok. And non réalisateur égale Shawqi, pardon. Donc si vous voulez je vais plus vite insérer le guillemets symbole insertion, deux fois insertion. Ok, je vais réduire la taille. Shawqi, on a dit Shawqi Majri, je crois attaché, donc vous écrivez le nom tel qu'il est. Ok, ça c'est la deuxième requête. On passe à la deuxième requête. C. C c'est quoi?
c'est pour chaque film, vous affichez le titre et la moyenne des notes attribuées. Pour chaque film, on va afficher le titre et la moyenne des notes attribuées. Donc ici, pour afficher le titre, on va retourner ici. Pour afficher le titre, on va utiliser la table film. Et pour... Attendez, je vais supprimer cette zone du texte. Ok. Pour afficher les titres, donc on va utiliser la table film. Et pour afficher la moyenne des notes, la moyenne des notes, c'est-à-dire la moyenne des champs nombre étoiles. Donc on va utiliser la table vote. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Select quoi? Select titre, c'est-à-dire le nom du film. Et la moyenne, c'est AVG. AVG de quoi? Du nombre étoiles. From quoi? Donc titre from table film. On va le nommer par F si vous voulez. Et nombre étoile from table voté, qu'on va le nommer par V. Where notre condition. Donc tout d'abord on doit faire la jointure. Donc ici déjà on a le champ id_film qui est clé primaire dans la première table, existe ici comme clé étrangère. Donc on va faire la liaison entre ces deux tables à l'aide des champs communs id_film, id. Donc f.id_film égale v.id film juste. Donc si vous voulez, donc on va faire un petit espace ici. Un de quoi? Ou bien groupé par quoi ici? Donc on va afficher la moyenne des notes attribuées, donc afficher pour chaque film le titre et la moyenne des notes attribuées donc pour chaque film. Donc c'est-à-dire on va grouper la moyenne selon les titres du film ou bien selon l'identifiant du film. Donc l'identifiant ici c'est une clé primaire. Donc il va afficher la moyenne des films qui est groupée par l'identifiant, c'est-à-dire chaque identifiant X d'un film, donc quelconque, il va afficher sa moyenne ou bien sa. Ok, donc sa moyenne, c'est-à-dire la moyenne du nombre de notre groupe by, entre parenthèses, v.id film. Donc si vous voulez, on va mettre le groupe by dans une nouvelle ligne groupe by comme ça, v.id film. Donc les deux parenthèses c'est pas obligatoire, donc si vous voulez vous pouvez les mettre, sinon on peut l'éliminer. On passe requête D. D c'est quoi? La dernière requête dans donc ici la première question 1. La liste des films id_film et titre ayant la plus longue durée. Donc on va afficher l'id_film et titre qui ont la plus longue durée, id_film et titre. On va utiliser table titre. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Select id_film titre from quoi? From film. Where quoi? Where ces films ayant la plus longue durée. Donc where durée égale, on va utiliser ici autre requête, c'est des requêtes imbriquées, select max de durée from film. Max de durée from film. Donc cette requête intérieure si vous voulez, ou bien cette requête imbriquée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sélectionner la max de durée de la table film, supposons que la max de durée est égale à, supposons, 3 heures. Donc ici, il va afficher les films et les titres de la table film ayant comme durée 3, par exemple, ou bien 180 minutes. Donc cette requête va afficher la durée, quelle que soit en heure ou bien en minutes, comme vous voulez, et qui est en fin de compte la durée maximale des films. Et par la suite, donc la requête externe, si vous voulez, cette requête va afficher l'identifiant et les titres ayant cette durée maximale. Comme ça, donc on a terminé les quatre requêtes. Question. Cette fois, on va retourner à la partie. Donc attendez, si vous voulez. Ok. Cette fois, on va retourner question numéro 2. Donc ici, question numéro 2, on va répondre sur notre fichier PDF. On a l'espace ici. Qu'est-ce qu'elle a dit ici?
Donner le rôle de chacune des requêtes suivantes. Update, voter, donc on va modifier la table voter par quoi? Par 7 nombre étoile égale à nombre étoile plus 1, c'est-à-dire on va incrémenter le champ, bien la colonne nombre étoile par l'ancien valeur plus 1, par 1. Where it film égale à 10,57, c'est-à-dire on va incrémenter le champ nombre étoile par 1 pour les films ayant comme identifiant 1000 à 1057 and id membre égale à 400, c'est-à-dire ayant comme id membre 400. Donc quel est le rôle de cette requête? C'est permet donc d'incrémenter par 1 les champs nombre étoile donné au film à 1057 par les membres numéro 400, si vous voulez bien par les membres ayant comme code 400. Donc on va incrémenter, si vous voulez, incrémenter les champs nombre étoile par 1 pour les films ayant l'identifiant ou bien les codes l'identifiant à 1057, je crois, 1057, ok, attendez, on va vérifier. Ok, 1057. Donc on va incrémenter les champs nombre étoile par ainsi de suite, qui est donné si vous voulez, par les membres ayant les codes ou bien l'identifiant 400. Donc les membres ayant le code ou bien l'identifiant 400. Deuxième requête, je vais agrandir cette fenêtre pour réenregistrer cette modification. Deuxième requête, c'est select id film et titre. Donc on va sélectionner l'identifiant des films et les titres from table film. Where quoi? Where id film not in select id film from voter. Donc attendez, on va sélectionner id film et titre de la table film. On va sélectionner id film et titre de la table film. Where quoi? Il a dit where, attendez, where id film not in select id film from voter, c'est-à-dire id film n'existait pas dans la table voter. Donc on va sélectionner l'id film et les titres de la table film où l'identifiant du film ne figure pas dans la table votée. C'est-à-dire, donc si vous voulez, en une seule phrase, donc ici il va afficher l'identifiant et le titre des films qui ne sont pas ou bien qui n'existent pas dans la table votée. C'est-à-dire les films non votés. Donc ici donc on va afficher, on a dit l'identifiant et les titres des films qui ne figurent pas dans la table votée ou bien des films non votés. Entre parenthèses, c'est-à-dire, attendez, ne figurent pas dans la table votée. Je m'excuse, dans la table votée. Donc on va afficher l'identifiant et le titre des films non votés, c'est-à-dire qui ne figurent pas dans la table votée. On passe question ou bien partie grand B, page 4 et partie grand B. Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Donc cette partie se comporte sur les STI, sur le système et technologie Internet. Il a dit le formulaire HTML ci-dessous permet de saisir les informations relatives à un réalisateur donné, puis d'appeler la page insertion.php pour les insérer dans la table appropriée. Comme ID réalisateur c'est 122, nom réalisateur c'est James Cameron. On a les deux boutons annuler et valider. Il a expliqué les principes de communication entre ces formulaires HTML et la page insertion. Par la suite, donc ici, on répond aux premières questions si vous voulez.
Donc, partie B, et première question, on va retourner au fichier Word. On va retourner au fichier Word. Donc, ici, c'est la partie, si vous voulez, grand A. PT1, A, B, C, A, B, C, D. Ici, on va retourner à la partie, si vous voulez, grand B. Et partie, et question 1. Attendez, il a dit expliquer les principes de communication. Donc ici, entre ces formulaires et les codes PHP. Donc, suite au clic sur le bouton valider, le serveur va envoyer les données de ces formulaires, c'est-à-dire l'identifiant et le nom, vers un script ou bien vers le script insertion.php qui va lui-même donc insérer ces données dans notre base de données si vous voulez. Donc on va écrire lorsque on clique sur le bouton, si vous voulez, c'est le bouton valider. Attendez, le serveur va envoyer les données de ce formulaire vers le fichier. On va écrire son nom en gras, insertion.php. Petit 2, c'est quoi? Il a dit lors de l'envoi des données du formulaire vers la page insertion.php, le navigateur affiche, attendez, on va agrandir la fenêtre, affiche dans sa barre d'adresse les informations suivantes. http://insertion.php qui est le nom de notre code ou bien script PHP. Point d'interrogation id-res égale à 122 qui est le nom du qui est l'identifiant du réalisateur. Non res égale James Cameron qui est le nom de notre réalisateur. Quelle est la méthode d'envoi utilisée dans ces formulaires? C'est la méthode get. Donc on va répondre ici. Il a utilisé la méthode get. Pourquoi on a dit la méthode get, pardon, car les données, car la méthode d'envoi get permet d'afficher les données envoyées par notre formulaire dans la barre d'adresse. Par contre, si on a utilisé la méthode post va envoyer les données du formulaire vers le script PHP sans l'afficher dans la barre d'adresse. Donc, c'est-à-dire d'une méthode un peu sécurisée, si vous voulez, ou bien masquée. Petit b, c'est quoi? Compléter le script de la page insertion ci-dessous par les instructions nécessaires à la récupération et l'insertion des données. Donc, on suppose que ça, c'est le code de notre fichier insertion.php. On va essayer de le compléter. Il a dit on suppose que les connexions au serveur web et la base de données sont déjà établies, c'est-à-dire MySQL connect localhost root, notre mot de passe qui est par défaut vide, et MySQL select DB et le choix de notre base de données ont été déjà saisis. Donc on passe ici à, ça c'est l'étape ou bien la phase de récupération des données, donc instruction de récupération de l'identifiant et instruction de récupération du nom. Comment il va récupérer? Donc il a utilisé une variable $id qui est égal à quoi? Est égal à la méthode get. Donc ici on a dit il a utilisé la méthode get. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle va retourner? Attendez, pardon. Elle va retourner le premier champ qui est nommé id-res ici. id-res, si vous voulez. id-res. Je vais, attendez, on va réduire la taille. id-res, donc on va effacer id-res, champ id-res. Et ici, $nom va prendre le résultat retourné par la méthode get, donc vous écrivez les mots get en majuscule, ok. Donc on va agrandir un peu les mots get si vous voulez. Donc on va utiliser la méthode get, et qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner résultat envoyé par le champ non res, comme ça. Juste, donc si vous voulez, donc on va écrire
res R en majuscule et N en majuscule. Et on va réduire un peu la taille. De même pour le premier champ, id res R en majuscule, comme ça. Donc on va respecter les mêmes syntaxes. Instruction permettant l'insertion, une ou bien plusieurs instructions qui permettent l'insertion dans la base de données de ces données, donc les données reçues. Comment on va insérer? Donc on va utiliser une variable nommée $rec ou bien requête 1, n'importe quoi, égale à MySQL query. On va appeler cette méthode et on va utiliser la clause insert into quoi? Insert into table réalisateur values, on ouvre parenthèse entre des apostrophes et on écrit les variables $id, pardon, virgule, dollar, entre des apostrophes, dollar quoi, dollar, non, on ferme l'apostrophe, on ferme la parenthèse, guillemets, on ferme les guillemets et parenthèse fermante, comme ça. Juste, je vais agrandir un peu cette instruction, car donc cette instruction c'est très importante. Je vais les mettre, attendez, comme ça. Ok. Donc, $1 égale MySQL manque DS ici, manque DS MySQL query, donc la méthode MySQL query, et entre parenthèses insert into table réalisateur values entre deux parenthèses $id entre des apostrophes, $non entre deux apostrophes. Ok, si vous voulez, donc on peut terminer par point virgule, mais c'est pas obligatoire. Donc supposons que ça c'est la seule instruction qu'on va faire dans ce code. Et réenregistrer notre fichier ou bien notre code. On passe cette fois, donc ici au moins pour cet exercice, donc on a corrigé quelques questions ici dans ces fichiers, si vous voulez, fichier PDF, et on a corrigé des autres questions dans ce fichier Word. Donc ça, dans ce fichier on a corrigé la partie A1, donc les 4 questions ABCD, et la partie B1, qui est le rôle de ce fichier. On va retourner à notre devoir, alors on passe à la partie exercice 4 si vous voulez, donc le dernier exercice, la dernière partie, et la page 5. Dans cet exercice numéro 4, il a dit cet exercice porte sur la gestion des bases de données, donc juste le côté base de données. Ci-dessous, un extrait de la représentation graphique d'une base de données qui gère les utilisateurs d'une plateforme d'un jeu en ligne. Qu'est-ce qu'on a? On a une base de données formée par 5 tables. Table joueur, formée par champ pseudo-joueur comme clé primaire ici, IDPI, le nom comme clé étrangère, qui va relier cette table avec table PI, IDPI ici, id avatar comme clé étrangère qui va faire la liaison avec table avatar qui existe ici comme clé primaire, et solde diamant. On a table mail qui est formée par deux champs, mail joueur comme clé primaire et pseudo joueur un autre champ, et mail joueur ici c'est une clé étrangère, c'est illogique ici, donc il y a une chose qui cloche. Par la suite, table Pi qui est formée par deux champs IDPI et l'IPI avec IDPI comme clé primaire, et table HS15 formée par pseudo joueur comme clé primaire, et normalement ici pseudo joueur c'est une clé étrangère car pseudo joueur existe comme clé primaire ici, donc ici normalement pseudo joueur comme clé étrangère, donc c'est logique, c'est impossible de mettre ces champs comme une clé primaire pour cette table, car la clé étrangère peut se répéter ici, donc si on va les mettre comme clé primaire, parmi les contraintes de la clé primaire, qu'elle ne se répète jamais. Donc ici il y a une petite faute normalement dans le schéma de cette base de données, on va le voir par la suite. Donc pseudo joueur, libskins, preskins et date hs15. Enfin, table avatar qui est formée par id avatar comme clé primaire, description avatar et logo avatar. En tout cas, qu'est-ce qu'on a? Remarque
Cette image de clé représente une clé primaire, par exemple ici pour les champs pseudo-joueur, id avatar, pseudo-joueur aussi, mail joueur et id pi. Et les tirés représentent une relation entre les tables. Donc on a ici quatre relations entre joueur et achat skins, entre joueur et mail, entre joueur et pi et entre joueur et avatar. Avec avatar, c'est un personnage de base utilisé dans le jeu. Et skin, des modifications habillement, effet visuel, lumière, armes, et ainsi de suite apportées à un avatar. Comme description aussi, plus vite. Pseudo joueur, c'est le pseudonyme d'un joueur ou bien à peu près le username d'un joueur. IP, c'est l'identifiant du pays d'origine du joueur. id avatar, c'est l'identifiant d'un avatar. Sol diamant, c'est le nombre de diamants en possession d'un joueur utilisé pour l'achat des skins. Description, c'est la description d'un avatar. Logo avatar, c'est l'image d'un avatar. Mail joueur, c'est l'email d'un joueur. L'IP, c'est le libellé du IP d'un joueur. Lib skins, c'est le libellé d'un skin. Prix skin, c'est le prix d'un skin exprimé en nombre de diamants, à peu près le nombre de points si vous voulez. Remarque, ce prix est fixe pour un skin, donc le prix ici est fixe pour un skin. Enfin, champ date achat skins qui est date d'achat d'un skin. Donc ça, c'est la description de notre base de données. Qu'est-ce qu'elle a donné par la suite dans la page 6? Ci-dessous deux extraits relatifs aux tables joueurs et achat skins. Dans la table joueur, qu'est-ce qu'on a? Les pseudo joueurs, id mail, id pi, id avatar, solde, diamant. Donc ici on a 5 champs, mais normalement dans la représentation on a seulement 4 champs. Pseudo, id, pi, id avatar et solde, diamant. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté un champ id d'email. On va voir par la suite. Donc normalement il a fait des modifications dans le schéma de notre base de données en tout cas. Donc pseudo joueur c'est AK21SO, SAM 210, boss 15 et ainsi de suite. id email 1, 2, 2, 2 et ainsi de suite. id pi c'est TU ou bien FR et ainsi de suite. id avatar c'est 1 ou bien 2, donc l'identifiant d'avatar. Et solde 0, 200, ainsi de suite. Concernant table achat skins, normalement ici elle est formée par 4 champs, mais ici elle est formée aussi par 4 champs: pseudo, lib, prix et date. Pseudo, lib, prix et date. Donc pseudo, lib, prix et date, ok. Donc pseudo joueur c'est Ulfa par exemple, lib skin c'est masque Zoro, prix pseudo, les dates c'est le 1er juillet 2020. Par la suite pseudo joueur Majed, lib skin c'est costume ninja, prix c'est 3 et date c'est 3 septembre 2020 et ainsi de suite. Donc on passe. On se propose de corriger la représentation de cette base de données en respectant les règles de gestion suivantes. Donc on va corriger cette représentation qu'on a dit qui contient déjà des anomalies si vous voulez. R1, un joueur ne peut pas acheter les mêmes skins plusieurs fois. Donc chaque joueur ne peut pas acheter les mêmes skins plusieurs fois. Autre chose, un joueur peut acheter plusieurs skins. Donc on doit offrir la possibilité qu'un joueur peut acheter plusieurs skins différents. R3, plusieurs joueurs peuvent acheter les mêmes skins. Donc il faut que les mêmes skins puissent être achetés par plusieurs joueurs si vous voulez. R4, un joueur admet une seule adresse email. Et R5, plusieurs joueurs peuvent choisir les mêmes avatars. Donc il va appliquer ces contraintes ou bien ces règles dans cette base de données. On va voir. On passe. Question c'est quoi? PT1, quelles sont les modifications à apporter à la représentation de la base de données afin de respecter la règle R4? R4 c'est quoi? C'est-à-dire un joueur admet une seule adresse email. Donc on veut qu'un joueur, ici par exemple, donc on peut avoir que l'adresse email, attendez, donc ici on veut que chaque joueur admet une seule adresse email. Ok, par contre dans notre représentation graphique, dans ce cas, donc un joueur peut avoir plusieurs adresses email. Nous on veut que chaque joueur n'admet qu'une seule adresse email. Comment on va faire? Donc c'est très simple. Donc on va, si vous voulez, supprimer la table mail complètement et et ajouter un champ nommé mail joueur dans la table joueur. Dans ce cas, pour chaque joueur ayant le pseudo-code ou bien le pseudo-joueur X, donc A, un seul identifiant pays, un seul id avatar, un seul solde et en même temps
un seul email. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si vous voulez? Donc, on va saisir notre réponse, quel que soit dans ces fichiers ou bien dans un nouveau fichier. Donc, si vous voulez, moi je vais saisir la réponse dans un fichier Word pour pouvoir saisir ou bien faire les deux réponses. Attendez, je vais retourner à mon fichier Word. Donc ici c'est la partie, attendez, la partie, c'est quelle partie on a dit? C'est l'exercice, attendez, exercice 4 je crois, ou bien, ok, exercice 4, question 1. Donc j'ai exercice 4, 1, partie 1. Elle a dit quelles sont les modifications à apporter à la représentation de la base de données afin de respecter la règle R4. On a dit on va supprimer la table, mais on va supprimer la table mail. Attendez, je vais mettre ce texte donc non gras. On va supprimer la table mail et ajouter un simple champ dit mail à la table, donc à la table joueur. À la table joueur. On va ajouter un simple champ mail à la table joueur. Donc normalement la table joueur, donc on va faire la représentation textuelle plus vite si vous voulez de la table joueur. Donc table joueur devient comment? Donc la table joueur devient, voilà, ayons la forme bien, pardon, le schéma suivant. Donc en tout cas, la table joueur devient donc joueur, entre parenthèses, on a pseudo joueur comme clé primaire, donc souligné. Par la suite, id pays comme clé étrangère si vous voulez. Quoi aussi, id avatar comme clé primaire et comme clé étrangère aussi. Solde diamant et enfin mail, champ mail ou bien email comme vous voulez. Donc moi j'ai écrit le champ mail. Ok, si vous voulez, donc je vais modifier les noms pour différencier donc entre le nom de la table et les noms du champ comme ça. Par la suite, question numéro 2. Donc 2 c'est quoi? Soit les requêtes A1 et A2 suivantes. On va retourner à notre fichier PDF. A1 c'est insert into h15 values AK21SO masque 0 2 4/8/2021. Est-ce qu'on peut insérer dans la table h15 cet enregistrement? On va voir. AK21SO n'existe pas comme pseudo joueur, donc on peut l'ajouter. Par contre, deuxième requête insert into h15 values samedi 110. Samedi 110 existe ici, donc normalement il va refuser cet enregistrement, donc il ne va pas accepter cet enregistrement car dans la table h15 le premier champ il a mis comme clé primaire ici. On va retourner à la table h15, le premier champ pseudo joueur, donc est choisi ici comme étant clé primaire, donc et la clé primaire on ne peut pas les réécrire plus qu'une fois. Donc ici oui on peut ajouter cet enregistrement si vous voulez ou bien cette ligne. Par contre ici c'est non. Justification. Donc pour la justification, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Car c'est un nouveau enregistrement. C'est un nouveau, si vous voulez, c'est un nouveau
nouvelle ligne ou bien nouveau enregistrement. Pardon. Par contre, car on a déjà inséré, si vous voulez, l'identifiant ou bien les pseudo joueurs combien Sam 210. Donc déjà on a ce joueur Sam 210. Ok, car on a déjà inséré ce joueur Sam 210. Donc on ne va pas l'accepter autrefois. Quelle règle qui n'est pas respectée? Quelle règle? C'est la règle RD, pardon. Donc un joueur ne peut pas acheter plusieurs skins. Donc ici, il veut que le joueur Sam 210 achète cette fois masque Zoro Sam 210. Donc il a acheté costume ninja, mais il veut que ce joueur achète masque Zoro. Et dans ce cas, donc il va refuser cette instruction, vous voulez. Donc requête qui n'est pas acceptée, ou bien règle qui n'est pas acceptée, c'est règle R2. Donc il a dit quelle règle qui n'est pas respectée, c'est règle R2, règle RD, pardon, ou bien contrainte RD. Les informations relatives aux skins, lib skins et prix skins dans la table achat skins présentent une anomalie. Quelle est cette anomalie? Si on va retourner ici, prix skins et achat skins présentent une anomalie. Prix skins et achat skins. Ou bien lib skins, pardon, lib skins et prix skins, je crois. Les champs lib skins et prix skins dans cette table présentent une anomalie. Quelle est cette anomalie? On va voir. Donc ici, lib skins et prix skins, par exemple, le masque Zoro 2 se répète 2 fois. Masque Zoro 2, costume ninja 3 se répète 3 fois. Pour les 3, si vous voulez, joueurs Majid et Sam 210 et A BB2. Donc on a problème de redondance de ces deux champs ou bien de ces couples, si vous voulez. Donc on a problème de redondance de ces deux champs. Ok, donc on a un problème de redondance de ces deux champs. Proposer une solution pour remédier à cette anomalie. Comment on va faire pour effacer, bien pour enlever cette anomalie? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici, si vous voulez? On va supprimer ces deux champs de la table lib skins et prix skins de la table achat skins. On va les mettre dans une table séparée, donc dans une nouvelle table nommée skins. Et on va ajouter un champ à cette table skins qui est identifiant skins pour la mettre comme clé primaire. On va faire la liaison entre la table achat skins et la nouvelle table skins. Donc on va plus vite, si vous voulez. Donc on va essayer de réécrire la réponse ici. Attendez, si vous voulez. Ça c'est question numéro combien on a dit? B2. Attendez. 3, 2, je m'excuse. 3B. Donc on va créer, si vous voulez, une nouvelle table dite skins. Ayant le schéma suivant. Donc skins, id skin comme clé primaire et les deux autres champs lib skins, c'est-à-dire les noms des skins, et prix skins. Ok, on va les mettre en gras. Donc ici, oh pardon, je m'excuse, la clé primaire est formée seulement par le premier champ
id skins. Ok, les deux autres champs, ce sont des simples champs. Et en même temps, on va faire la relation entre les deux tables skins et achat skins comme suit. Entre la table skins et la table achat skins comme suit. Donc achat skins qui est formé par les champs pseudo joueur avec id skins. On va les mettre les deux champs en même temps. Ils représentent la clé primaire de cette table. Avec quoi l'autre champ c'est data achat skins. Ok. Pardon, moi j'ai pas enregistré. Ok. Donc ici, si vous voulez, la table, on va ajouter une nouvelle table nommée skins qui va contenir les deux champs lib skins et pre skins avec la clé primaire id skins. Et dans cette table, donc, il reste seulement les champs pseudo joueur et date. Et on va ajouter les champs id skins comme clé étrangère. J'ai oublié ici d'indiquer la clé étrangère dans cette table qui est id skins, qui est une clé primaire dans la table skins si vous voulez. Et n'oubliez pas aussi que id joueur représente une clé étrangère qui migre de la table joueur. Donc pseudo joueur, qu'est-ce qu'il manque ici? Je crois pseudo joueur c'est comme ça. Ok. Question, on va retourner à notre énoncé. Question 4 cette fois c'est quoi? À la suite des anomalies détectées et les rectifications ou bien les solutions qui ont été effectuées ou bien réalisées, dresser la nouvelle représentation graphique ou textuelle de cette base de données afin de respecter toutes les règles de gestion citées précédemment. Donc on va prendre en considération ces modifications pour refaire ou bien la représentation graphique, donc à peu près cette représentation mais suite aux modifications qu'on a fait de notre base de données, ou bien les représentations textuelles. Donc moi je vais faire la représentation textuelle, je crois qui est plus facile à faire donc ou bien à saisir que la représentation graphique. Donc question 4 je crois. Ok, question 4. Donc la représentation, si vous voulez, la représentation textuelle de cette base de données E. Ok, donc la représentation de E, je crois ici. Donc on va essayer d'écrire le nom des tables avec leurs champs. On commence par table joueur. Joueur, on a dit formé par pseudo joueur. Joueur manque de E comme clé primaire. Ça c'est les clés primaires. On va les souligner. Quoi aussi par id pays comme clé étrangère. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Id pays comme clé étrangère. Id avatar aussi comme clé étrangère. Solde, je crois, solde diamant. Et solde diamant, c'est comme ça. Et email. Ok. Qu'est-ce qu'elle a fait ici? Donc tous ces champs ne forment pas la clé primaire. C'est comme ça. Et je vais mettre, si vous voulez, attendez, juste le nom de la table, si vous voulez, en gras, comme ça. Ok, ça c'est la première table. Donc si on va retourner ici, ça c'est la première table qui contient ces champs avec les premiers champs comme clé primaire. Par la suite, table pays, si vous voulez. Table pays, c'est très simple, formé par id pays comme clé primaire. On va le souligner. Et lib pays, c'est-à-dire nom des pays. Ok,
je vais écrire le nom du pays en gras pour donc les différencier par rapport aux autres champs. Table avatar pardon, formé par id avatar comme clé primaire. Et quoi aussi, pardon, et description avatar et logo avatar. Ok. Troisième table, c'est quoi? C'est table skins. Table skins qu'on a créé ici, qui est formé par id skins, lib skins et prix skins avec le premier champ. C'est une clé primaire soulignée. Et enfin table achat skins. Achat skins que formé, donc on va copier le schéma de cette table si vous voulez. Et comme ça, pardon, ok. Donc ici notre base est formée par, ou bien le schéma de notre base ayant la forme suivante. Table joueur formée par ces champs avec le premier champ comme clé primaire. On va les mettre en gras si vous voulez. IP donc formé par ces champs par ces deux champs avec le premier champ comme clé primaire. Et avatar formé par ces trois champs avec le premier champ comme clé primaire. Skins formé par trois champs avec le premier champ comme clé primaire. Et cette table est formée par ces trois champs avec les deux premiers champs forment la clé primaire de cette table et en même temps représente deux clés étrangères. Ok. Je vais vérifier. Ok, ici, donc n'oubliez pas les deux clés étrangères. Donc vous devez indiquer les deux clés étrangères. Par la suite, on va retourner aux deux dernières questions. Question 5. 5, c'est quoi? Afin de déterminer l'âge du joueur, on se propose d'ajouter à la table joueur déjà créée un champ intitulé DateNest du type date. Écrire la requête SQL permettant d'effectuer sa tâche. C'est très simple ça. Donc on va ajouter un champ nommé DateNest du type date à la table joueur. Ça c'est question numéro 5 si vous voulez. Donc je vais le faire ici dans une nouvelle page. Question numéro 5. Donc on va faire alter table joueur add date nest du type date. C'est très simple. Donc on va, si vous voulez, je vais écrire la requête en gras. Donc je vais le mettre en gras pour les montrer. Donc alter table joueur add date nest de type date. Question numéro 6, c'est quoi la dernière question? Il a dit pour s'assurer que le champ solde diamant ne peut contenir que des valeurs positives, écrire la requête SQL permettant d'ajouter cette anomalie. Donc on veut que les données de ces champs ou bien des champs solde diamant doivent être des valeurs positives. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va essayer d'écrire la requête SQL à peu près. Donc la requête des mises à jour de ces champs. Donc on va utiliser la clause alter table joueur aussi, modify quoi? Modify solde diamant check entre parenthèses solde diamant, donc manque des n ici, solde diamant check solde diamant supérieur à 0 entre des parenthèses comme ça. Donc on va modifier la table joueur de telle sorte qu'on va modifier le champ solde diamant qui doit être supérieur à 0. Ok. Et comme ça, on a terminé notre sujet ou bien notre prototype, si vous voulez, de ce sujet, le prototype pratique qui est proposé pour l'année 2020-22. Donc ça, c'est le prototype pratique que j'ai déjà corrigé dans 2 séquences vidéo durant une semaine, je crois. Donc
au début de ce mois, donc les premiers, je crois, ou bien les 2 mai. Donc comme ça, on a terminé la partie théorique de ce sujet. Je vais juste vous montrer pour la dernière fois donc le contenu de ces fichiers. Donc on a saisi les réponses de quelques questions ici dans le fichier PDF et des autres réponses on a le fait dans le fichier Word. Je vais agrandir le fichier Word pour voir donc aussi les solutions. Donc on a répondu à quelques questions dans cette partie. Ok, si vous voulez, ça c'est exercice numéro 4, question 1, 2, pardon, 1, 3, 4, 5, 6. Et ça c'est normalement c'est quel exercice. Donc je vais écrire le numéro d'exercice. Exercice numéro 1 non, 2 non. Je crois que c'est exercice numéro 3. Ok, exercice numéro 3, partie A. Exercice numéro 3, partie A. Donc ça c'est l'exercice numéro 3, partie, si vous voulez, exercice 3, partie A. Donc ça c'est l'exercice 3. Et ça c'est l'exercice 4. Comme ça on a terminé notre, ou bien l'enregistrement de notre séquence vidéo, la correction de notre prototype théorique des STI. On se rencontre dans une autre séquence. Bonne révision et je vous espère la réussite. À bientôt.